La demande, ou la commande, c'était de poser un contexte un peu historique et contemporain de l'histoire et des mouvements sociaux, avec effectivement quelques citations très importantes des fondateurs ou des textes beaucoup plus récents de Peuple et Culture ou d'autres. Voilà, ça c'est la première partie. Il ne s'agit pas de débattre, c'est complètement arbitraire, voilà, c'est partiel, mais c'est pour poser un contexte tous ensemble. Et voilà, ça c'est les trois parties que nous nous sommes données entre Paul, Manet et nous-mêmes. Voilà. Voilà. En d'autres termes, on s'est dit pourquoi en 1945, au moment de la fondation du mouvement, Peuple et Culture ne pouvait que s'écrire au singulier, et à partir de quel moment la question s'est posée. Et comme le disait Maxime tout à l'heure, à l'intérieur du mouvement, ce n'est pas la première fois qu'on se pose la question, mais on ne se l'est pas posée très souvent. Et voilà. Donc, en fait, pourquoi en 1945, Peuple et Culture ne pouvaient que s'écrire au singulier? Trois éléments, de manière peut-être un peu simplificatrice, mais quand même, c'était des éléments essentiels. Premier élément, les fondateurs de Peuple et Culture se disent héritiers d'une conception qui s'inscrit dans la tradition de la Révolution de 1789 et de la Convention de 1792 qui proclame une république une et indivisible. Il n'existe qu'un seul peuple français, composé de tous les citoyens, sans distinction de race ou de religion, à qui sont garantis les mêmes droits. Deuxième élément, dans les maquis du Vercors, vous le savez, les fondateurs ont fait l'expérience concrète et vivante d'une union contre l'occupant nazi de différentes catégories de la population que cette situation historique a rassemblées alors qu'ils avaient peu de chances de se connaître dans d'autres moments. Le manifeste nomme ces différentes catégories: ouvriers syndicalistes, paysans, ingénieurs, officiers et sous-officiers, étudiants, professeurs, artistes. Je répète un peu ce que dit Evelyne. On a eu le parti pris aussi de travailler beaucoup à partir de citations directes. On retrouve donc ici la notion d'un seul peuple, avec cette expérience concrète d'une vie fraternelle dans les maquis. Troisième élément, qu'est-ce qui sous-tend culture au singulier, et même ce qui est nommé une culture commune à tout un peuple et une unité culturelle. Citation à nouveau du manifeste de 1945. La culture bourgeoise est en crise. Ce n'est pas elle que nous prendrons pour apporter à la classe ouvrière, même si elle lui paraît désirable. Le paternalisme est aussi haïssable dans le domaine culturel que dans le domaine social et économique. Nous ne voulons pas d'une culture aristocratique ou bourgeoise étendue à un nouveau public. La culture populaire ne saurait être qu'une culture commune à tout un peuple. Il faut la vivre ensemble pour la créer. Autre citation du manifeste toujours. Une culture commune née de la révolte de l'enseignement et du peuple, de l'enseignement et de la vie. Depuis longtemps, il nous était apparu que cet état de choses était insupportable, mais la résistance nous a fait prendre plus fortement conscience de notre opposition. Une culture qui naît de la vie et retourne à la vie. Une culture qui est bien autre chose qu'un amas de connaissances littéraires et philosophiques, mais qui est d'abord une culture vivante. Une culture qui ne se limite pas à la sphère des idées, mais qui conduit à un art de vivre et à un art de s'exprimer. Une culture qui s'appuie d'abord sur la vie de l'homme, la vie de la société, la vie du monde, qui crée en nous des perspectives, donne de l'ampleur et de la profondeur à notre vie à travers les sciences, la philosophie et l'art. Une culture qui suppose des méthodes pour transmettre la connaissance et former la personnalité, qui entraîne la création d'institutions éducatives. Voilà ce que définit pour les fondateurs une culture commune.
Quatrième élément, enfin, pour bien entendre le singulier de cette culture commune, il convient de prendre en compte un aspect du manifeste qui est très peu cité. La recherche d'une culture commune à tout un peuple exige d'abord que ce peuple vive d'une vie anonyme. Tant que la nation restera divisée en classes ou groupes fermés, comment se propagerait une culture commune ? Soyons sans illusion, un prolétaire démuni du nécessaire, un capitaliste riche du superflu, ne participeront jamais d'une même culture. La culture populaire exige l'abolition d'une société sans classe. Elle souhaite même que les inévitables différences matérielles et morales qui séparent les fonctions sociales se fondent toujours plus dans une grande aspiration collective. J'ajoute juste en commentaire que l'expérience de la résistance dans un moment où les oppositions n'étaient pas que des oppositions philosophiques ou idéologiques, mais étaient question de vie ou de mort, et ce qu'ont vécu les fondateurs dans les maquis, c'était une situation difficile à imaginer aujourd'hui dans un moment de fragmentation telle que cette aspiration qui est dans le manifeste d'une société sans classe, et dont on sait qu'elle n'est jamais advenue, il faut la resituer dans ce contexte-là. Donc, quelques citations de nos fondateurs. À la question « Qu'est-ce qui vous a poussé à la création de Peuple et Culture ?» Geoffre Dumasdier. C'est d'abord une volonté politique de réduire les inégalités culturelles entre les classes et les groupes sociaux. À un autre moment, interviewé par Nicole Samuel, ce que je voulais comprendre, c'était comment pouvaient accéder mes anciens camarades de l'école primaire, devenus maçons, plombiers ou menuisiers, aux connaissances que j'avais moi-même acquises au lycée et que je cherchais à leur faire partager le soir au Collège du Travail de Noisy-le-Sec et dans les réunions des auberges de jeunesse. Ce fut l'origine du DESS en linguistique à la Sorbonne, où j'essayais d'analyser l'utilisation de la langue ordinaire pour permettre l'accès au langage spécialisé de la science. Il y a une contradiction entre la riche expérience d'un travailleur manuel et sa capacité de l'exprimer. Entre les mots usuels et les mots nécessaires, il y a un écart. Il y a un autre écart qui sépare la riche expérience d'un individu de sa capacité de l'analyser. C'est pour réduire ces trois contradictions que je me suis lancé dans la recherche d'une méthode. Benigno Cáceres, autre fondateur. Quand nous commençâmes notre action d'éducation ouvrière, nous voulions nous adresser aux plus déshérités, à ceux qui avaient quitté l'école à 12 ans et parfois avant. Quand nous avons lancé notre mouvement, nous voulions œuvrer pour que le peuple, malgré sa diversité et à cause d'elle, puisse participer à la vie culturelle. Œuvrer pour que toutes les femmes et tous les hommes puissent devenir créateurs me paraît toujours essentiel. Enfin, Joseph Rovan, PEC se voulait un mouvement de formation, prolongeant au niveau du peuple tout entier l'ambition de l'équipe du Riage, un centre d'éducation ouvrière pour les militants des syndicats et des comités d'entreprise, un ensemble de cours et de colloques ouvrant l'université aux hommes et aux femmes épris de savoir, qui n'avaient pas pu poursuivre leurs études. PEC offrait aussi des groupes d'art dramatique où chacun apprenait à jouer des destins autres que le sien, des ciné-clubs où l'on discutait des œuvres qu'on regardait de manière neuve. Une méthode de formation au travail intellectuel pour les adultes qui avaient dû quitter l'école trop jeunes, et donc qui était l'entraînement mental, renouvelant les manières d'apprendre et de servir du savoir. Okay, il va sûrement avoir quelques petites redites. Pardon ? Ah oui, c'est vrai, moi aussi je le demande et en fin de compte je ne me lève pas. Vous voyez bien. Alors, Peuple et Culture a fortement évolué en réponse aux transformations sociales. Pourquoi ?
et à quel moment la question du pluriel s'est posée pour nommer peuple et culture. Non seulement la société et les fondements écrits dans le manifeste de Peuple et Culture, ouvrez les guillemets, une société sans classe n'est pas advenue, mais le socle républicain n'a cessé et ne cesse de se fracturer avec des politiques néolibérales. Donc on a choisi quelques repères, ou j'ai choisi quelques repères historiques des mouvements sociaux et des luttes. C'est arbitraire, c'est des choix, il y en a tellement eu. Et je commence en 1960. Essor des mouvements anticolonialistes, lutte des classes, prémisse des mouvements écologistes, parce que c'est bien avant, 1960, relativisme culturel. Bien sûr, les événements de mai 68, visant à une organisation des relations sociétales plus égalitaire et autre chose. Les années 70, je passe assez vite, c'est pour replacer un peu le contexte, aussi de l'évolution de Peuple et Culture vis-à-vis de ces mouvements sociaux. 70, mouvement féministe, MLF, l'apparition d'MLF en 71, bien que les premiers mouvements apparaissent déjà dès le 19e siècle. Voilà. Apparition des mouvements antiracistes, tiers-mondistes, du droit à la différence, des revendications régionalistes. Les années 80-90, marche pour l'égalité et contre le racisme, solidarité pour les chômeurs et les sans-papiers, mouvement antinucléaire, bien que c'est commencé bien en amont, dans les années 60, nous le rappelait Paul, nombreuses grèves des lycéens et des étudiants. Année 2000-2020, alors là, il y en a énormément de mouvements sociaux de lutte. J'ai choisi le mouvement des bonnets rouges en Bretagne, nous sommes en Bretagne, des gilets jaunes, manifestations contre de grandes réformes, j'en cite quelques-unes, droit du travail, retraite, accueil des migrants, etc., etc. La lutte continue. Certains mouvements sociaux se concentrent plus à l'heure actuelle sur les questions identitaires, les droits des hommes et des femmes, les droits des immigrés, droits culturels, LGBT, écoféminisme, sonorité, intersectionnalité, wokisme, qu'on a parlé ce matin, effectivement, voilà des nouveaux termes, des nouveaux concepts. Transformation sociale qui influe sur Peuple et Culture dans son ensemble. C'est ainsi qu'en 1995, comme le rappelait effectivement Manet, pour le 50e anniversaire de Peuple et Culture, je ne vais pas être trop long, les différentes générations qui se sont succédées jusqu'à l'heure actuelle, depuis au sein de l'association, échangent autour du texte de Jean-François Chausson, intitulé « Une histoire équivoque et inépuisable ». Nous sommes un mouvement, il n'y a pas d'arrêt. La dernière phrase de l'ouvrage était « Comme en 1945, l'éducation populaire doit être un dialogue parfaitement adapté à son public et comme fait sur mesure, rester peuple dans notre vie pour l'être dans notre culture. Pour affronter le XXIe siècle, peuple et culture, avec un S à culture, point d'exclamation. La question du singulier et du pluriel se pose plus que jamais. Merci. Oui, quelques citations qui ne sont pas d'auteurs de Peuple et Culture. Paul Ricoeur. Comment s'organiser pour vivre ensemble sur un territoire entre individus et groupes sociaux dépendant les uns des autres et ayant des intérêts différents? Et comment associer à part égale chaque citoyen dans l'expression, la délibération et l'arbitrage de ces contradictions? Alors, maintenant, extrait de Souleymane Bachir Diagne dans son dernier ouvrage, La fin de l'universalisme européen. Voilà. Ce que Césaire et Senghor récusent, c'est l'universalisme impérial d'une Europe qui a construit le récit de son histoire coloniale comme étant celui d'une mission civilisatrice, et cela au nom d'un universel, vraiment universel. Merleau-Ponty a appelé un universel latéral tel que les cultures humaines soient placées sur un même plan qu'ils produisent. Penser cet universel latéral, c'est au fond construire philosophiquement le concept des multilatéralismes. La fin de l'universalisme européen sera le commencement de l'universel. Est annoncée la fin donc d'un certain, ça c'est une citation, la fin d'un certain universalisme qui s'était identifié au colonialisme.
Mais s'agit-il alors de proclamer la victoire du relativisme et le triomphe des particularismes? La réponse est non. Aimé Césaire le dit avec la plus grande force, la victoire sur l'universalisme impérial doit signifier l'avènement de l'universel. Autrement dit, il nous faut penser le pluriel et le décentrement du monde contre une configuration qui en ferait une juxtaposition de centrisme séparatiste par définition. Un monde contre un monde de tribus. Contre la fragmentation irréductible, il faut nous rappeler que ce qui s'enseigne doit valoir universellement. Et je vais terminer par une phrase, une citation de Paul Langrand, qui fut donc un des fondateurs de PEC aussi. Il faut penser la culture en termes existentiels et dialectiques, parce que la culture, c'est l'être qui se développe, qui se transforme à travers des moments successifs depuis son enfance. La culture n'est pas une chose extérieure, mais c'est l'homme devenant. Dialectiquement, la culture appartient non seulement à l'être, mais aussi à l'avoir. L'avoir, c'est ce qui est extérieur à l'être qui se développe. C'est une nourriture. Cet être doit bien se nourrir. Il ne se nourrit pas seulement de lui-même, de la prise de conscience de soi, mais aussi d'une relation à une culture, à un héritage, une sédimentation de ce qui est accompli dans ce pays, une civilisation donnée. Voilà, je vous remercie.